Elle lui a volé son enfance, ses rêves, son droit d'être une enfant. Chaque jour, elle a été humiliée, écrasée, réduite au silence dans sa propre maison. Mais personne ne soupçonnait que cette petite fille brisée deviendrait un jour la femme qui ferait trembler son passé. Voici l'histoire d'Aïssatou. Aïssatou avait 17 ans lorsque son père est mort. Un accident banal sur une route poussiéreuse, un soir de pluie battante. En une seule nuit, tout ce qu'elle connaissait s'est effondré. Avant ce drame, il vivait simplement mais dignement dans un quartier populaire d'une grande ville d'Afrique de l'Ouest. Son père, Mamadou, était chauffeur de taxi. Il travaillait dur, rentrait fatigué, mais toujours avec un sourire. Pour Aïssatou, il était un repère, une protection, un refuge. Puis il y avait Ramatou, sa seconde épouse, sa belle-mère. Au début, Ramatou avait pleuré comme tout le monde, peut-être même trop. Ses lamentations semblaient sincères, ses larmes abondantes. Mais une semaine après l'enterrement, quelque chose s'était brisé dans son regard. Il était devenu dur, froid, calculateur. Un matin, sans élever la voix, elle avait déclaré: Maintenant que ton père n'est plus là, il faut que tu comprennes une chose, Aïssatou. Cette maison est désormais sous ma responsabilité. Ces mots, prononcés calmement, avaient résonné comme une menace. Ce jour-là, Aïssatou ne le savait pas encore, mais c'était le véritable début de son enfer. Aïssatou ne dormait plus dans une vraie chambre. Elle passait ses nuits dans le salon, sur un vieux matelas posé à même le sol, souvent humide, parfois envahi par les moustiques. Le moindre bruit la réveillait. Elle n'avait plus d'intimité, plus de refuge. Sa chambre avait été donnée au fils de Ramatou, Ismaël, plus jeune qu'elle, mais considéré comme le seul héritier digne de ce nom. Ses affaires avaient été jetées dans un sac sans ménagement, comme si elles n'avaient jamais vraiment appartenu à cette maison. Chaque matin, bien avant le lever du soleil, Ramatou la réveillait brutalement. Debout, tu crois que tu es ici pour dormir? Aïssatou nettoyait la cour, frottait le sol jusqu'à avoir les mains brûlées, lavait les vêtements à l'eau froide, préparait le petit déjeuner, souvent sans avoir le droit de manger elle-même. Si elle ralentissait ou montrait un signe de fatigue, Ramatou lançait avec mépris: Une fille inutile doit travailler 2 fois plus pour mériter un plat de riz. Parfois, elle la privait volontairement de nourriture. Parfois, elle l'insultait devant les voisins, juste pour l'humilier. Et pourtant, Aïssatou essayait encore d'aller au lycée, ou plutôt, elle se battait pour y aller. Ramatou faisait tout pour la mettre en retard. Termine d'abord la lessive, l'école ne te donnera jamais à manger. Si tu rates les cours, ce n'est pas mon problème. À force d'arriver épuisée, sale, parfois en retard, les professeurs commencèrent à la regarder différemment. Puis les absences s'accumulèrent, et avec elles le risque de tout perdre. Aïssatou était brillante. Même brisée par la fatigue, elle restait première de sa classe, et cela, Ramatou ne le supportait plus. Chaque cahier soigneusement tenu, chaque note élevée, chaque mot de félicitation des professeurs était pour elle une blessure silencieuse, une brûlure intérieure qu'elle cachait derrière un sourire forcé. Cette fille me fait de l'ombre, se répétait-elle. Si elle réussit, elle quittera cette maison. Elle deviendra libre. Et ce jour-là, je n'aurai plus aucun pouvoir sur elle. Devant les autres, Ramatou affichait un visage calme, presque indifférent. Mais à l'intérieur, son esprit s'embrasait, nourri par la peur, la jalousie et le besoin de contrôle. Ses pensées tournaient en cercle, jour et nuit. Puis, lentement, une idée sombre s'est imposée à elle. Un projet froid, calculé, cruel. Un matin, l'argent disparut. Une somme importante. L'épargne de plusieurs mois. La maison bascula dans le chaos. Ramatou se mit à crier, sa voix traversant les murs, attirant les regards des voisins. On m'a volé, on m'a tout pris. Puis, sans la moindre hésitation, son doigt se posa sur Aïssatou. C'est elle. Depuis qu'elle est ici, les malheurs s'enchaînent. Aïssatou tenta de se défendre, la voix tremblante, les yeux remplis d'incompréhension. Mais personne ne l'écoutait. Ismaël confirma d'un simple signe de tête, par peur, par soumission, par habitude. La punition fut brutale.
Les coups pleuvaient, les insultes aussi. Devant les voisins rassemblés, Aïssatou fut traînée, humiliée, brisée dans sa dignité. Cette nuit-là, elle pleura en silence, le corps douloureux, l'âme meurtrie. Le lendemain, Ramatou déclara froidement: « Tu arrêtes l'école. Une fille voleuse n'a rien à faire parmi les enfants sérieux. » Ces mots furent plus violents que les coups. Quelque chose se brisa définitivement dans le cœur d'Aïssatou, son innocence, sa peur. Mais dans cette fracture naquit aussi une flamme, une volonté silencieuse, le début de sa révolte. Une nuit sans lune, Aïssatou rassembla ce qu'elle possédait encore: un simple sac plastique, quelques vêtements usés, ses cahiers froissés, serrés contre sa poitrine comme un trésor. Son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression que toute la maison pouvait l'entendre. Elle ouvrit doucement la porte, retenant son souffle. Puis elle s'enfuit, sans se retourner. Les premiers jours, elle dormit chez une amie, sur un coin de matelas, toujours sur ses gardes, craignant d'être retrouvée. Puis, faute de place, elle fut orientée vers un centre d'accueil pour jeunes filles. La vie y était difficile, les règles strictes, les moyens limités. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle respirait. Elle mangeait sans peur, elle dormait sans cri. Une assistante sociale remarqua rapidement sa vivacité d'esprit, sa soif d'apprendre, sa détermination silencieuse. Touchée par son histoire, elle l'aida à reprendre ses études, à reconstruire son avenir pas à pas. Les mois devinrent des années, les blessures cicatrisaient lentement. Et dans cette liberté fragile, Aïssatou commençait enfin à croire en sa propre valeur. 10 ans avaient passé, 10 années de lutte, d'efforts, de nuits blanches, de blessures lentement cicatrisées. Aïssatou était devenue juriste dans une ONG engagée dans la défense des droits des femmes. Chaque jour, elle aidait d'autres victimes à se relever, à faire entendre leur voix, à retrouver leur dignité. Elle croyait avoir laissé son passé derrière elle. Jusqu'à ce matin-là, un nouveau dossier fut déposé sur son bureau. Elle l'ouvrit distraitement, sans se douter une seule seconde de ce qui l'attendait. Violence familiale, abus, spoliation d'héritage. Ses yeux parcouraient les lignes, puis se figèrent. Nom de la mise en cause, Ramatou Diallo. Le souffle d'Aïssatou se coupa. Son cœur se serra brutalement, comme frappé par un souvenir qu'elle croyait enterré. Pendant quelques secondes, le bureau disparut autour d'elle. Il ne restait que les images du passé, les cris, les humiliations, la peur. Le destin venait de lui tendre un miroir. Le cercle venait de se refermer. Ramatou avait vieilli, son visage était marqué par les années, la maladie et la solitude. Ses mains tremblaient légèrement, son regard avait perdu la dureté d'autrefois. Ismaël était parti depuis longtemps. La maison était devenue silencieuse, vide. Le pouvoir qu'elle croyait éternel s'était évaporé. Lorsque la porte s'ouvrit et qu'Aïssatou entra dans la pièce, droite, élégante, sereine, un souffle court échappa à Ramatou. Le contraste entre la femme forte devant elle et la jeune fille qu'elle avait humiliée la frappa de plein fouet. Ses yeux s'embuèrent. Une larme trembla au bord de ses paupières. « C'est toi ?» murmura-t-elle, la voix brisée. Aïssatou la fixa longuement, sans haine, sans colère, seulement avec une dignité tranquille. « Oui, la fille que tu voulais effacer. » Ramatou baissa lentement la tête. Sa poitrine se serra. « Si j'avais su, » souffla-t-elle, presque inaudible. Le poids de ses actes venait de la rattraper. Mais Aïssatou ne cria pas, elle ne se vengea pas. Elle laissa simplement la justice suivre son cours, calmement, fermement, humainement. La décision tomba comme un couperet. Ramatou perdit la maison, non par vengeance, non par rancune, mais par justice. Ce lieu où tant de larmes avaient coulé ne lui appartenait plus. Ses valises étaient légères, son regard était vide, son cœur chargé de regrets. Avant de franchir le seuil, elle s'arrêta, la voix tremblante. Si j'avais su, ces mots portèrent tout le poids d'une vie de mauvais choix. Aïssatou la regarda une dernière fois, calme, droite, apaisée. Tu savais, tu as simplement choisi la cruauté. Elle tourna les talons sans se retourner, non par froideur, mais parce qu'elle avait appris à se libérer.
Le passé restait derrière elle. L'avenir s'ouvrait enfin devant elle. Parfois, la vie nous brise pour nous apprendre à nous relever. Parfois, elle nous dépouille de tout, pour révéler ce que nous avons de plus fort en nous. Aïssatou a connu la peur, l'humiliation et le silence. Elle a perdu son enfance trop tôt. Mais elle n'a jamais perdu sa lumière intérieure. De ses blessures est née une force. De ses larmes est née une détermination. Et de son combat est née une victoire. Son histoire nous rappelle que même dans les maisons les plus sombres, l'espoir peut encore respirer. Que même lorsqu'on nous enferme dans la douleur, notre destin reste entre nos mains. Aïssatou n'a pas seulement gagné sa liberté, elle a retrouvé sa dignité, sa voix et son avenir. Si cette histoire t'a touché, prends un instant pour la partager autour de toi. Abonne-toi pour découvrir d'autres récits qui inspirent, qui réveillent, qui donnent de la force. Et surtout, n'oublie jamais ceci. La justice finit toujours par trouver son chemin.